Mes parents m'ont dit, tu peux regarder le mariage en ligne. Je l'ai fait. Puis l'écran s'est figé sur le chaos. Je m'appelle Bella Carter. J'ai 29 ans. Et samedi dernier, j'ai vu ma famille s'effondrer à travers un écran d'ordinateur portable. Mes parents m'ont dit que je n'étais pas digne d'assister au mariage de ma sœur. Ils ont dit que je pouvais regarder en ligne comme tous ceux qui n'appartiennent pas. Alors, je l'ai fait. Et à mi-chemin de la cérémonie, la diffusion en direct s'est figée sur un chaos qui a brisé toutes les illusions de leur monde parfait. Avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous et laissez un commentaire pour me faire savoir d'où vous regardez. Pour comprendre pourquoi je regardais le mariage de ma sœur depuis ma minuscule cuisine au lieu d'une chaise en velours, il faut comprendre ma famille. Nous n'étions pas une famille au sens chaleureux et désordonné du mot. Nous étions une corporation, Carter et compagnie. Mon père, Richard, était le PDG. Ma mère, Eleanor, était la chef des relations publiques. Ma sœur aînée, le docteur Lorraine Carter, était le produit vedette, le modèle phare qu'ils affichaient fièrement dans chaque salle d'exposition. Et moi, j'étais la déception silencieuse, le stock qui ne montait jamais, le modèle expérimental tranquillement rangé à l'arrière de l'entrepôt. Lorraine était tout ce que mes parents voulaient dès le début. Elle est née avec un plan de réussite entre les mains. Elle a appris à lire avant l'âge de 4 ans. Elle n'a jamais colorié en dehors des lignes. Son enfance était un résumé de réalisation. Je me souviens d'avoir eu 10 ans, assise dans le public de la foire scientifique de son collège. Lorraine était sur scène, posée et confiante dans une chemise blanche impeccable, expliquant son projet sur les mutations génétiques et les drosophiles. Elle a gagné, bien sûr. Mon père s'est levé et a applaudi si fort que les gens se sont retournés pour regarder. Il avait un sourire sur le visage que je n'avais jamais vu auparavant, un regard de fierté pure et non adultéré. Le même après-midi, j'avais couru dans le salon avec un dessin sur lequel j'avais passé toute la journée. C'était un portrait de notre famille avec de grandes têtes de dessins animés joyeuses et notre chien Buster à nos pieds. J'en étais si fière. J'avais enfin réussi le sourire de mon père. Je l'ai tendu à ma mère. Elle était au téléphone en train de planifier l'une de ses collectes de fonds caritatives. Sa voix était un bourdonnement doux et professionnel. Elle a jeté un coup d'œil à mon dessin, a esquissé un petit sourire serré qui n'atteignait pas ses yeux et a dit « C'est gentil, Bella. Très créatif. Mets-le sur le réfrigérateur. » Quelques minutes plus tard, Lorraine est rentrée à la maison, serrant le grand ruban bleu de première place de la foire scientifique. Maman a raccroché le téléphone en pleine phrase. Elle s'est agenouillée, tout son corps se déplaçant pour se concentrer entièrement sur Lorraine. Elle a pris le ruban dans ses mains comme s'il s'agissait d'une relique sacrée, sa voix pleine d'une chaleur que je n'avais jamais entendue à mon égard. « Oh, Lorraine, première place. Ton père va être si fier. Nous devons le faire encadrer immédiatement. » Mon dessin est resté sur le réfrigérateur pendant 2 jours, tenu par un aimant en forme de banane avant d'être couvert par un calendrier pour la collecte de fonds. Une semaine plus tard, il avait disparu. Le ruban bleu de Lorraine est toujours sur la cheminée de leur salon, conservé dans un cadre en bois de cerisier poli, juste à côté d'une photo professionnelle d'elle diplômée de l'école de médecine. C'était la dynamique. Ses réalisations étaient encadrées et conservées. Les miennes étaient temporaires et jetables. J'étais l'artiste. Le mot lui-même faisait tressaillir ma mère comme si j'avais dit quelque chose de sale à table. Quand des proches demandaient ce que je faisais, elle disait « Bella est très créative. Elle a un petit atelier d'art. » Elle le faisait passer pour un hobby, comme si je passais mes journées à fabriquer des colliers de macaroni au lieu de gérer une entreprise, de décrocher des commandes et de payer mes propres factures. Mon père était plus direct. Elle dessine, disait-il d'un revers de main dédaigneux avant de changer de sujet pour parler de la dernière publication de recherche de Lorraine. Mon studio était mon sanctuaire. Il se trouvait au-dessus d'une boulangerie française dans un quartier de la ville que mes parents appelaient « rustique ». Les planchers étaient en bois dur ancien et abîmé. Les fenêtres étaient immenses et laissaient entrer la plus belle lumière du matin, et l'endroit tout entier sentait légèrement le pain qui lève et le café torréfié. Les murs étaient couverts de mes œuvres. Des toiles de paysages marins orageux,
des croquis au fusain de personnes dans le métro, des pièces abstraites pleines de couleurs et d'émotions. C'était désordonné, vibrant et entièrement à moi. C'était tout ce que la maison de mes parents n'était pas. Leur maison était un monument au beige. Les murs étaient beiges. Les tapis étaient beiges. Les meubles étaient d'une nuance de blanc cassé. Il n'y avait pas de désordre, pas de personnalité. C'était une maison conçue pour être photographiée, pas pour être habitée. Ainsi, lorsque Lorraine s'est fiancée à Ethan Whitmore, ce n'était pas une surprise que mes parents aient traité cela comme l'affaire du siècle. Ethan était un banquier d'investissement riche d'une famille d'autres banquiers d'investissement riches. Il était grand, beau d'une manière de mannequin de catalogue oubliable, et portait des costumes qui coûtaient plus cher que mon loyer pendant 6 mois. Il parlait de portefeuille, de fusion et de fluctuation du marché. Mon père l'écoutait avec ce même regard d'adoration pure qu'il avait eu à la foire scientifique. Un soir, peu après les fiançailles, nous avons tous dîné chez mes parents. C'était une affaire formelle comme toujours. Assiette en porcelaine, serviette en tissu, et un silence qui n'était rompu que par le cliquetis des couverts et les questions de mon père sur la dernière acquisition d'Ethan. Lorraine était assise là, souriant sereinement, un accessoire parfait pour son fiancé parfait. C'est plus qu'un mariage, a annoncé mon père, levant son verre de vin pour un toast. C'est une fusion. Les Carter et les Whitmore. C'est le genre d'alliance qui construit des dynasties. Il a souri à Lorraine et Ethan. Ma mère a hoché la tête, ses yeux brillants de victoire sociale et financière. Cela assure l'avenir de Lorraine, a-t-elle dit, comme si ma sœur était un actif de l'entreprise dont la valeur venait de monter en flèche. J'ai essayé de me joindre à eux. J'ai vraiment essayé. Je voulais pour une fois me sentir faire partie de la conversation. Ethan, ai-je commencé, ma voix semblant trop forte dans la pièce silencieuse. Lorraine m'a dit, votre famille a une maison à la montagne. Ça doit être si beau. Je parie que les vues sont incroyables. J'aimerais y peindre le paysage un jour. Mon père s'est raclé la gorge, un son sec et coupant. Bella, nous parlons de leur portefeuille financier, pas des buissons. Ethan m'a donné un sourire poli et vide. C'était le genre de sourire que l'on donne à un enfant qui vient de dire quelque chose de stupide. Oui, c'est un bon investissement. La valeur de la propriété a augmenté de 12% au cours des 2 dernières années. Nous le considérons comme un placement à long terme. Il n'a pas posé de questions sur ma peinture. Il n'a pas reconnu ma passion. Il a juste traduit mon monde dans le sien. Un monde de chiffres et d'actifs. J'ai regardé Lorraine, espérant un signe de soutien, un petit sourire, n'importe quoi. Elle s'est contentée de remuer sa soupe, les yeux fixés sur le bol. Elle ne m'a jamais défendu. Cela aurait été une mauvaise décision commerciale. Faire des vagues n'était pas rentable, et Lorraine était toujours rentable. La planification du mariage a commencé immédiatement, et c'était une opération menée avec la précision d'une campagne militaire. Ma mère et Lorraine avaient des classeurs et des feuilles de calcul. Elles avaient des réunions. Elles parlaient des traiteurs, des fleuristes et des listes d'invités sur des tons chuchotés et sérieux. Il s'agissait de statut, d'apparence. Les bonnes personnes devaient être là. Les bonnes fleurs devaient être sur les tables. Le bon champagne devait être servi parce que les amis des Whitmore le remarqueraient si ce n'était pas le cas. Un après-midi, j'ai appelé ma mère, sentant une rare lueur d'espoir. Je venais de finir un magnifique ensemble de faire-part de mariage pour un client, peint à la main avec de délicates aquarelles. « Salut, maman », ai-je dit, en essayant d'avoir l'air décontracté. Je me disais que si tu n'avais pas encore engagé quelqu'un pour les faire part, j'adorerais les dessiner. Ça pourrait être mon cadeau de mariage à Lorraine et Ethan. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Je pouvais presque l'entendre calculer, peser le pour et le contre. Le pro était que ce serait gratuit. Le contre était que ce serait moi. Oh, Bella, a-t-elle finalement dit, sa voix dégoulinant de cette fausse douceur sucrée qu'elle utilisait quand elle était sur le point de me briser. C'est une douce pensée, chérie. Une très, très douce pensée. Mais c'est un événement très formel. Il a besoin d'une touche professionnelle. L'implication planait dans l'air, lourde et suffocante.
Tu n'es pas une professionnelle. Tu es une amatrice. Tu n'es pas assez bonne. Je suis une professionnelle maman, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. C'est ce que je fais pour vivre. J'ai des clients qui me paient pour ma touche. Je sais, cher, a-t-elle dit, son ton instantanément dédaigneux. Mais honnêtement, ce n'est pas ton genre de public. C'est très traditionnel, très classique. Nous avons déjà engagé un calligraphe de la ville. Les Whitmore l'ont recommandé et il travaille pour le bureau du gouverneur et c'est tout. La recommandation des Whitmore était plus importante que le talent de sa propre fille. Le calligraphe du gouverneur était une meilleure association de marques. Ce n'était pas seulement un rejet de mon offre. C'était un rejet de ma vie, de ma carrière, de toute mon identité. J'étais le projet artistique qui ne rentrait pas dans leur galerie beige immaculée. J'étais la fille qui était toujours du mauvais côté du cadre. Je n'ai pas discuté. J'avais appris il y a longtemps que discuter était inutile. On ne peut pas gagner un débat quand les juges ont décidé qui était le gagnant avant même d'avoir ouvert la bouche. Il suffit de hocher la tête, de sourire et d'avaler le goût amer de la déception. C'était le rôle pour lequel j'étais née. L'appel téléphonique est arrivé 2 semaines avant le mariage. C'était un mardi soir, et j'étais dans mon studio, me sentant bien pour la première fois depuis des mois. Je venais de terminer une grosse commande, une grande toile d'une côte orageuse pour un nouvel hôtel du centre-ville. J'en étais fière. J'avais réussi à capturer le moment exact où le soleil traverse les nuages sombres après une tempête. La lumière frappant l'eau agitée. L'odeur de la peinture à l'huile, de la térébenthine et de l'huile de lin emplissait l'air. C'était l'odeur de mon indépendance, de mon seul véritable succès. Mes mains étaient maculées d'indigo et de gris, et une trace de peinture blanche était dans mes cheveux. Pendant quelques heures, j'avais oublié le mariage, le fait d'être le mouton noir de la famille. Je n'étais pas la sœur décevante de Lorraine ou la responsabilité créative d'Éléanore. J'étais juste une artiste dans mon propre espace, créant quelque chose qui me semblait vrai. Puis mon téléphone a vibré sur l'établi. L'écran s'est allumé. Maman et papa, un appel conjoint. Mon estomac s'est instantanément noué en un œuf froid et dur. Ils n'appelaient jamais ensemble à moins que ce ne soit pour une annonce prévue. Une déclaration officielle du conseil d'administration de Carter & Company. Et ce n'était jamais une bonne nouvelle pour moi. J'ai pris une profonde inspiration, essuyé mes mains sur un chiffon, et répondu, essayant d'injecter une légèreté que je ne ressentais pas dans ma voix. Salut, quoi de neuf, a commencé ma mère. Sa voix était anormalement douce et gentille. Une mélodie de préoccupation soigneusement répétée. C'était toujours le premier signe d'avertissement. C'était la voix qu'elle utilisait quand elle était sur le point de livrer une mauvaise nouvelle avec un sourire, comme si envelopper une brique dans de la soie la ferait moins mal quand elle vous frapperait. Comment vas-tu, chérie? Est-ce que nous interrompons ton travail? Je vais bien, maman. Juste en train de finir un tableau. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gardé mon ton neutre, refusant de lui donner l'occasion de me poser des questions sur mon petit hobby. Eh bien, nous étions juste en train de revoir quelques-uns des derniers détails de dernière minute pour le mariage, a-t-elle dit, en étirant les mots. Tu sais comment c'est. C'est devenu si grand, beaucoup plus grand que ce que nous avions anticipé. Je suis restée silencieuse, attendant. L'autre chaussure était sur le point de tomber, et je pouvais déjà sentir la douleur fantôme de l'impact. J'entendais mon père se racler la gorge en arrière-plan, le son impatient d'un homme qui voulait juste en finir avec cette tâche désagréable. Le fait, Bella, a-t-elle poursuivi, la soie de sa voix s'amincissant. Cet événement est devenu très médiatisé. Les Whitmore ont invité des personnes incroyablement importantes, des partenaires commerciaux de Zurich, un sénateur d'État. Même l'oncle d'Ethan, qui est un juge fédéral. Vous comprenez la pression que nous subissons pour que tout soit parfait. J'ai parfaitement compris. Je savais exactement où cela allait. Ils construisaient un dossier contre moi, brique par brique de soie. Mais j'allais la forcer à le dire. Je n'allais pas les laisser s'en tirer si facilement. Qu'est-ce que vous voulez dire, ai-je demandé, ma voix plate et froide. Nous ne voulons juste pas que tu te sentes mal à l'aise, ma chérie, a-t-elle dit.
La fausse sympathie dans sa voix me donnait la chair de poule. Tu ne connais aucune de ces personnes, et l'atmosphère sera très formelle, très guindée. Pas du tout ton genre de scène. Nous craignons que tu te sentes déplacé et que tu ne passes pas un bon moment. Voilà, la brique. Tu n'y appartiens pas. Tu nous embarrasseras. Tu n'es pas assez bonne pour être vue avec nous. Mon père, ayant perdu patience avec les douces manœuvres de ma mère, a finalement interrompu. Sa voix était brusque et efficace, comme s'il concluait une affaire qu'il trouvait désagréable. Ta mère essaie de dire que nous pensons qu'il serait préférable que tu n'assistes pas à la cérémonie en personne. C'est une question de logistique et d'ambiance. Les mots m'ont frappé avec une force physique. J'ai trébuché en arrière et j'ai dû agripper le bord de mon établi pour rester stable. Ma peinture à moitié terminée était devant moi, la mer orageuse tourbillonnait de couleurs. J'avais l'impression que cette tempête était soudainement à l'intérieur de ma poitrine, un ouragan d'humiliation et de chagrin. Tout l'air a été aspiré de la pièce. Je ne pouvais pas parler. Le silence au téléphone s'est étiré, épais de ma honte et de leur soulagement lâche. « Bella, tu es là ?» a demandé ma mère, son ton doux maintenant effiloché d'impatience. Elle s'attendait à une amputation rapide et propre, et mon silence compliquait les choses. « Vous me retirez mon invitation ?» ai-je finalement murmuré, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. « Vous me retirez mon invitation au mariage de ma propre sœur. » Ce n'était pas une question. C'était une déclaration, un fait qui ferait désormais partie de mon histoire. « Ne sois pas si dramatique », a claqué mon père, sa voix vive d'agacement. « Personne ne te retire ton invitation. Nous prenons une décision pratique qui est dans le meilleur intérêt de la famille. Nous devons considérer l'image de la famille. L'image de la famille. Pas mes sentiments. Pas le droit de Lorraine d'avoir sa sœur là-bas. La marque. Carter et compagnie devaient être protégés de leurs seuls produits défectueux. J'étais un passif qu'ils devaient atténuer. Ma mère est intervenue, sa voix faussement joyeuse, essayant de masquer la cruauté de mon père. Tu peux toujours en faire partie. Bien sûr que tu peux. Nous ne voudrions pas que tu la manques pour rien au monde. Nous avons pris des dispositions spéciales juste pour toi. J'ai attendu. Je savais que la chute allait arriver. Le misérable lot de consolation conçu pour qu'il se sente mieux à propos de ce qu'il faisait. Nous t'enverrons le lien de la diffusion en direct, a dit mon père, son ton suggérant qu'il m'offrait un cadeau généreux. Tu peux tout regarder en ligne depuis le confort de ta propre maison. C'est comme être là. Mieux encore, pas de foule, pas de petites discussions, le confort de ma propre maison, pour que je puisse avoir honte en privé. Pour que je ne gâche pas leur image parfaite avec mes mains non manucurées et ma robe non griffée. L'humiliation était si complète, si profonde qu'elle dépassait les larmes. C'était une douleur froide et creuse qui s'était installée au plus profond de mes os. Je me sentais comme un fantôme, déjà effacé de l'histoire de ma propre famille. Ils s'attendaient à ce que je discute. Je pouvais l'entendre dans leur silence tendu. Ils s'attendaient à ce que je pleure, que je crie, que je supplie. Ma mère avait ses platitudes apaisantes prêtes, et mon père avait ses sermons sévères sur le devoir et les apparences, mais je ne leur ai rien donné. Tout le combat m'avait été retiré au cours de 29 ans où l'on m'avait dit de 1000 manières différentes que je n'étais pas assez bien. Leur verdict final ne m'a pas surprise. Il a juste confirmé tout ce que j'avais toujours su. Bien sûr, ai-je dit, ma voix un murmure mort. Il y a eu un silence surpris de leur côté. Ils s'étaient préparés à une tempête et avaient eu un calme plat. Mon acceptation tranquille était probablement plus troublante pour eux que n'importe quel éclat ne l'aurait été. Oh, dit ma mère, troublée. Eh bien, bien. C'est très mature de ta part, Bella. Nous savions que tu comprendrais. Nous savions que nous pouvions compter sur toi pour faire ce qui est juste pour le grand jour de Lorraine. Elle ne me connaissait pas du tout. Je ne comprenais pas. J'étais juste trop brisée pour me défendre encore. Et je ne le faisais pas pour Lorraine. Je le faisais pour moi parce que mon propre respect de soi exigeait que je ne mendie pas une place à une table où j'étais si clairement indésirable. D'accord, dis-je. Je dois y aller. Ma peinture sèche.
J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire un autre mot. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste posé doucement sur la table. J'ai regardé ma peinture, l'eau sombre et turbulente s'écrasant contre les rochers, et ce rayon de soleil défiant qui perçait, et je n'ai rien ressenti. C'était le sentiment le plus terrifiant du monde. Pas de tristesse, pas de colère, juste un vaste vide là où l'amour d'une fille pour ses parents était censé être. Je suis restée là pendant des heures, bien après que le soleil se soit couché et que mon studio soit sombre, entouré de mon article. La seule chose dans ma vie qui ne m'avait jamais dit que je n'étais pas assez bien, le samedi est arrivé, comme toujours, indifférent au drame des gens qui le vivaient. La journée était lumineuse et d'une beauté douloureuse, le genre de journée au ciel bleu parfait que les magazines de mariage promettent. Je me suis réveillée avec une sensation de vide dans l'estomac. Pendant une fraction de seconde, j'avais oublié. Puis le souvenir de l'appel téléphonique m'est revenu en mémoire, et le vide s'est transformé en un poids lourd dans ma poitrine. Je devais sortir de mon appartement. J'ai passé la matinée dans un marché aux puces de l'autre côté de la ville, essayant de me perdre dans une foule d'étrangers. J'ai fouillé des bacs de vieux disques, passé mes doigts sur de vieux meubles antiques poussiéreux, et négocié avec un vendeur pour un ensemble de vieux cadres en argent. Je devais faire quelque chose de normal, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les mariages ou la famille. Mais le monde semblait conspirer contre moi. Un jeune couple se tenait la main en regardant des bagues de fiançailles. Une mère et sa fille riaient ensemble en essayant des chapeaux vintage. Partout où je regardais, je voyais le reflet de ce que je n'avais pas. Chaque fois que je voyais une femme dans une jolie robe, mon estomac se tordait en un nœud douloureux. En fin d'après-midi, j'ai abandonné. Je suis rentrée chez moi. Les lourds cadres en argent serrés dans mon sac comme une encre inutile. La prétention d'une journée normale avait disparu. Je ne pouvais plus l'ignorer. Le mariage avait lieu avec ou sans moi. J'ai pris une longue douche chaude, laissant l'eau couler sur moi jusqu'à ce que ma peau soit rouge. J'ai pensé à ce que j'aurais porté. J'avais une robe, une simple, élégante, vert foncé que j'avais achetée il y a un an pour une ouverture de galerie. Elle était accrochée au fond de mon placard. Je m'étais imaginé la porter, m'étais imaginé me coiffer, peut-être même voir une lueur d'approbation dans les yeux de ma mère. La pensée était si absurde, elle m'a presque fait rire. Au lieu de cela, j'ai mis un jean propre et un pull en cachemire doux et surdimensionné que ma grand-mère m'avait donné il y a des années. C'était mon armure de confort. Cela semblait ridicule, comme si je m'habillais pour ma propre exclusion. Mais j'avais besoin de ressentir quelque chose d'autre que le vide froid qui s'était enraciné en moi. Je suis allée dans ma petite cuisine. Je n'avais pas de champagne, la boisson de célébration de choix pour les Carter et les Whitmore. Ma version d'une célébration, ou dans ce cas, d'une anti-célébration, était une bouteille de vin rouge bon marché, du genre qui coûte $8 et tache les dents. Je l'ai ouverte et j'ai versé un verre généreux. Ma main tremblait légèrement. J'ai installé mon ordinateur portable sur le petit comptoir en bois qui sépare ma cuisine de mon salon. Ma chaise était un tabouret en bois à dossier rigide. C'était ma place au mariage de l'année, mon billet au premier rang pour la fusion. À exactement 19h, j'ai cliqué sur le lien que ma mère m'avait envoyé par SMS 2 jours plus tôt. Le message était simple. Pas d'émotion, juste le lien hypertexte. Diffusion en direct du mariage de Lorraine. L'écran a pris vie, et là, c'était la salle de bal. C'était encore plus absurdement somptueux que je l'avais imaginé. La caméra a lentement balayé une mer de cristal et de roses blanches. Des lustres de la taille de petites voitures égouttaient la lumière du plafond, se reflétant sur 1000 surfaces polies. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de Vivaldi, doux et élégant, dans le coin. Des hommes en smoking parfaitement taillés et des femmes en robes chatoyantes aux couleurs de bijoux se mêlaient, tenant des flûtes de champagne. C'était une scène de film, un monde fantastique qui n'avait pas de place pour une fille avec de la peinture sous les ongles qui buvait du vin bon marché sur un tabouret en bois. Le flux était d'une qualité étonnamment élevée, une production multicaméra avec des transitions fluides et un son professionnel. Un rire amer me monta à la gorge. Ils avaient probablement dépensé plus pour le vidéaste que ce que je gagnais en 6 mois.
Tout pour s'assurer que la marque ait bonne allure, même pour le public en ligne de parents éloignés et apparemment de filles non invitées. Puis la caméra a trouvé Lorraine. Elle se tenait près de l'entrée avec Ethan, formant une ligne de réception. Elle était époustouflante. Sa robe était un chef-d'œuvre de soie et de dentelle complexe. Ses cheveux étaient relevés en un œil élégant, et son sourire était éblouissant, un rayon de perfection à haute tension. Elle ressemblait à une princesse d'un conte de fées auquel je n'avais jamais été autorisée à participer. Pendant une fraction de seconde, une véritable pointe d'amour et de fierté m'a frappée. C'était ma sœur, ma belle-sœur. Je me suis souvenu de lui tresser les cheveux quand nous étions petites, la sensation soyeuse de ses cheveux dans mes mains, mais le sentiment a été rapidement gâché par la réalité. Je l'ai vu saluer un sénateur d'État, son sourire ne faiblissant jamais. Elle a regardé autour de la pièce, ses yeux balayant la foule avec un regard de bonheur parfait et exercé. Elle ne me cherchait pas. Elle n'avait pas appelé. Elle n'avait pas envoyé de SMS. Elle n'avait pas protesté, même de façon symbolique, contre ma désinvitation. Je la connaissais. Si elle m'avait voulu là, elle se serait battue pour ça. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait accepté, tout comme moi. Elle avait choisi la fusion plutôt que sa sœur. La cérémonie a commencé. J'ai vu un inconnu accompagner ma sœur dans l'allée parce que notre père était déjà debout à l'autel, rayonnant comme le fier PDG qu'il était. Je l'ai vu se tenir à côté d'Ethan à un autel entièrement couvert de lys blanc. Je les ai écoutés échanger des vœux qu'ils n'avaient probablement pas écrits, promettant un éternel qui semblait aussi mis en scène et impersonnel que les arrangements floraux. Je te jure d'être ton partenaire dans la vie et dans le succès, a dit Ethan, et j'ai presque étouffé avec mon vin. J'ai siroté mon vin et je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. J'allais bien. C'était juste une fête que je manquais, mais ma gorge était serrée et je devais continuer à avaler une boule de chagrin. Ce n'était pas la fête que je pleurais. C'était l'idée que j'ai jamais eu une vraie famille pour commencer. La caméra a balayé mes parents au premier rang. Ma mère tapotait une seule larme parfaite de son œil avec un mouchoir en dentelle, un beau portrait de joie maternelle pour les caméras. Mon père se tenait à côté d'elle, la poitrine bombée de fierté. Un roi arpentant son royaume. Ils rayonnaient. Ils étaient radieux. Et en les regardant, une vérité froide et dure s'est installée dans mon cœur. Ils n'étaient pas seulement heureux au mariage. Ils étaient heureux sans moi au mariage. Mon absence n'était pas une triste nécessité pour eux. C'était un soulagement. J'étais la seule variable qu'ils avaient réussi à supprimer de leur équation parfaite. J'étais la pièce d'art désordonnée et imprévisible qui aurait juré avec leur monde beige. Je me suis demandé s'ils se souvenaient même que j'existais à ce moment-là, ou si j'étais juste un lien qu'ils avaient transmis, un problème qu'ils avaient résolu et classé, les regardant à des kilomètres à travers un écran froid, je ne m'étais jamais senti aussi invisible. J'étais un fantôme à leur festin, et personne ne savait même que je hantais la pièce. J'ai pris une autre longue gorgée de vin. Le goût amer était un accord parfait avec le sentiment dans mon âme. Le mariage parfait a continué et j'ai continué à regarder, un témoin silencieux et invisible de ma propre disparition. Après la cérémonie, la diffusion en direct est passée en douceur à la réception. Les cordes élégantes du quatuor furent remplacées par un groupe de jazz animé et sophistiqué. Le murmure poli et ecclésiastique des invités se transforma en un bourdonnement confiant de célébration et de réseautage. Les caméras, maintenant plus fluides et dynamiques, balayèrent la salle de bal, capturant des visages souriants. Des verres qui s'entrechoquaient et la première danse parfaitement exécutée où Lorraine et Ethan se mouvaient ensemble comme s'ils avaient répété pendant des semaines dans un studio de danse stérile. Tout était parfait, trop parfait. Comme une maison où tous les meubles sont recouverts de plastique. En tant qu'artiste, je suis entraînée à voir ce qui se cache sous la surface. Je remarque le léger changement de couleur qui trahit une tempête imminente, la fissure dans une façade lisse, la tension dans une ligne censée être parfaitement droite. Et alors que j'étais assise sur mon tabouret dur, sirotant mon deuxième verre de vin, j'ai commencé à voir les fissures dans la façade parfaite du mariage Whitmore-Carter. Les toasts sont venus en premier. Mon père a prononcé un discours retentissant et autocongratulatoire sur l'héritage, l'ambition et le succès.
Il a appelé Lorraine et Ethan un couple puissant. Le père d'Ethan a fait une blague sèche sur l'acquisition d'un nouvel actif magnifique pour le portefeuille Whitmore. C'était si poli, si impersonnel, si dépourvu d'émotions authentiques. C'était une réunion d'affaires avec une meilleure nourriture. Puis ce fut le moment du plat principal. L'opérateur de la caméra, probablement en essayant d'obtenir des clichés francs et humanisants pour la vidéo de mariage, a zoomé sur la table d'honneur. C'était une longue table extravagamment décorée sur une estrade surélevée afin que tout le monde dans la salle puisse les regarder. Lorraine et Ethan étaient assis au centre, flanqués de mes parents et des parents d'Ethan. Ils ressemblaient à une famille royale exposée. C'est là que je l'ai vu. Sous la lumière chaude et indulgente des lustres en cristal, quelque chose n'allait pas du tout. Lorraine ne mangeait pas. La caméra s'est attardée sur elle un instant, et je l'ai vu pousser un morceau de bar préparé par des experts autour de son assiette avec sa fourchette, le déchiquetant en minuscules morceaux. Son sourire, qui avait été si brillamment figé toute la soirée, avait disparu. Quand elle pensait que la caméra n'était pas sur elle, son visage était crispé. Sa mâchoire serrée d'une manière que je reconnaissais trop bien. C'était son regard silencieux et furieux, celui qu'elle avait quand elle essayait de toutes ses forces de ne pas faire de scène. Ethan se penchait vers elle, parlant d'une voix basse et pressante. Les microphones directionnels de la diffusion en direct étaient concentrés sur le son ambiant du groupe et des bavardages des invités, donc je ne pouvais pas entendre clairement les mots, mais je pouvais parfaitement lire le langage corporel. Il était condescendant, dédaigneux. Il avait l'air d'un homme qui essayait de gérer une situation qu'il trouvait ennuyeuse. Il a tendu la main vers la sienne de l'autre côté de la table et elle l'a subtilement, presque imperceptiblement, retirée et placée sur ses genoux. L'angle de la caméra a légèrement changé, me donnant une vue plus claire de ma mère. Eleanor Carter, la maîtresse des relations publiques, a immédiatement remarqué la tension. Son propre sourire était maintenant étiré, un masque fragile. Elle s'est penchée sur la table, ses mouvements vifs et discrets, et a dit quelque chose à Lorraine. Ses lèvres ont formé les mots « souris ». Les gens regardent. Lorraine lui a lancé un regard de pur venin, un regard que je ne l'avais jamais vu donner à notre mère auparavant. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Cela ne faisait pas partie du script. C'était réel. De qui parlait-il ? Qu'est-ce qui pouvait bien être assez important pour briser l'illusion parfaite du jour parfait de Lorraine ? Le groupe a fait une courte pause, et dans le calme relatif, les microphones de la table d'honneur ont capté plus que ce qu'ils n'auraient dû. L'audio était toujours étouffé, mais je me suis penché plus près de mon ordinateur portable, m'efforçant d'entendre. Je ne peux pas croire que tu l'aies invité. La voix de Lorraine était un murmure aigu et contrôlé, comme le tranchant d'un couteau. Ce n'est pas grave, Laure. La voix d'Ethan était un faible murmure. Ce n'est qu'une amie. Il aurait été impoli de ne pas le faire. Une amie ? C'est comme ça que tu l'appelles ? Le venin dans sa voix était maintenant indubitable. Ma mère est intervenue. Lorraine, ma chérie, s'il te plaît pas ici. Nous pourrons en discuter plus tard. Elle souriait comme une otage, ses yeux dardant autour pour voir si quelqu'un faisait attention. Mon père était maintenant impliqué. Il ne regardait pas Lorraine. Il fixait Ethan, son expression froide et sévère. Ses lèvres étaient une ligne mince et dure. Ce n'était pas juste une dispute conjugale. C'était une rupture de contrat. Ethan avait fait quelque chose pour nuire à la marque. J'avais l'impression d'être la seule personne au monde à regarder la vraie histoire. Les 500 invités voyaient une belle mariée lors d'une fête somptueuse. Je voyais ma sœur à des kilomètres sur un petit écran, l'air piégé et trahi. Je voyais son monde parfait, celui pour lequel j'avais été jugé inapte, commencer à trembler sur ses fondations. Je me suis penché plus près de mon ordinateur portable, mon vin complètement oublié. Ma propre douleur a commencé à s'estomper, remplacée par une curiosité brute et intense. Je n'étais plus une étrangère blessée. J'étais une détective, le seul témoin d'un crime en cours. J'ai balayé la foule à l'écran, cherchant un visage qui n'appartenait pas, la source de la perturbation. La caméra a balayé des tables d'invités rieurs, tous l'air riches, connectés et contents. Rien ne semblait déplacé,
mais la tension à la table d'honneur augmentait. C'était une guerre silencieuse et brutale menée autour d'un dîner de bar et d'asperges. Je pouvais voir Ethan essayer de faire une blague et Lorraine le regarder simplement avec des yeux morts. Je voyais ma mère tapoter le bras de Lorraine, ses mouvements rapides et nerveux, comme si elle essayait de calmer un cheval effrayé avant qu'il ne s'emballe. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'eux. Ils avaient travaillé si dur pour mettre en scène cette production parfaite. Ils avaient contrôlé chaque détail, organisé chaque invité, éliminé tout risque d'embarras, y compris moi. Et pourtant, les voici, sous les feux des projecteurs, et leur monde parfait s'effondrait de l'intérieur, non pas à cause de la fille artiste désordonnée, mais à cause de quelque chose au sein de leur propre cercle immaculé. Les paillettes n'étaient qu'une distraction. En dessous, quelque chose était brut et réel et laid. Et pour la première fois de la nuit, je n'ai pas eu l'impression de manquer quoi que ce soit. J'avais l'impression d'être la seule à voir la vérité. La caméra s'est attardée sur le visage de Lorraine, son expression un mélange de fureur et de chagrin, et je savais avec une certitude absolue que le spectacle était sur le point de se terminer. La tension à la table d'honneur était une chose silencieuse et crépitante, une bulle de poison au centre de la pièce scintillante. J'étais si concentrée sur les petits mouvements de colère entre Lorraine, Ethan et mes parents que j'ai failli manquer le changement d'atmosphère dans la pièce. Ce n'était pas un changement soudain, mais un lent changement insidieux. Comme la marée montante. Le bavardage ambiant des invités a commencé à baisser de volume. Le groupe, au milieu d'un doux numéro de jazz, a semblé perdre une partie de son rythme. Les notes devenaient un peu moins certaines. La caméra principale, qui était concentrée sur la table d'honneur, s'est soudainement éloignée, balayant la pièce comme si elle cherchait la source de la perturbation. Les têtes tournaient, pas tout en même temps, mais dans une lente vague, commençant par l'arrière de la salle de bal. Les gens se bousculaient subtilement leurs partenaires de dîner, chuchotant derrière leurs mains. Leurs visages de fête polis étaient remplacés par des masques de curiosité non dissimulés, et puis la caméra l'a trouvé. Les grandes portes de la salle de bal, qui avaient été fermées depuis le début du service du dîner, étaient ouvertes, et encadrées dans l'embrasure de la porte, parfaitement immobile, se tenait une femme. Elle était grande et élancée, vêtue d'une simple robe sans manches de couleur sang. C'était un choix audacieux et sans vergogne dans une mer de pastel doux et de noir formel. Elle ne regardait pas autour d'elle nerveusement. Elle n'essayait pas de trouver un visage familier. Elle se tenait avec une contenance presque royale. Ses épaules en arrière, son menton relevé, arpentant la pièce comme si elle en était la propriétaire. Ses cheveux étaient une cascade de boucles sombres. Et même à travers l'écran, je pouvais voir qu'elle était belle, mais pas de la manière polie et parfaite de Lorraine. La beauté de cette femme était vive, intelligente et un peu dangereuse. Elle était complètement, absolument calme, et ce calme était la chose la plus terrifiante de la pièce. L'opérateur de la caméra était clairement intrigué. Le plan se resserra, zoomant sur la femme en robe rouge. Les murmures dans la salle de bal s'intensifièrent, un sifflement audible que les microphones captaient maintenant. La section de commentaires en direct, qui n'avait été qu'un enfilet de félicitations et de « Lorraine est si belle », explosa soudainement. Qui est-ce ? Oh mon Dieu, le drame. Cette robe n'est pas une tenue de mariage. Lola sur mon écran. La caméra est revenue à la table d'honneur et le changement a été sismique. Le visage de ma mère était devenu complètement blanc, son faux sourire figé dans un rictus d'horreur. Mon père avait l'air d'avoir assisté à une OPA hostile de son entreprise. Son visage était sombre d'une fureur si profonde qu'elle semblait vibrer. Ethan avait l'air malade. Il fixait la femme, sa bouche légèrement ouverte, toute la confiance suave du banquier arrachée, ne laissant qu'une panique primaire et brute. Mais c'est le visage de Lorraine qui me tenait captive. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose de bien pire. Un regard d'épouvantable dégoût écrasant l'âme. Le genre d'épouvantable que l'on ressent quand votre pire cauchemar entre dans une pièce et se dirige droit vers vous. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur la femme dans l'embrasure de la porte. Elle était figée, une statue de mariée sculptée dans la glace. La femme en rouge fit un pas dans la pièce, puis un autre. Elle avançait avec une grâce lente et délibérée, ses yeux ne quittant jamais la table d'honneur. Elle ne se précipitait pas.
Elle savourait le moment, laissant la tension monter à un point insupportable. Les invités s'écartèrent pour elle alors qu'elle marchait, créant un chemin clair de la porte à l'estrade surélevée où ma famille était assise. Le groupe avait complètement cessé de jouer. Le seul son était le cliquetis de ses talons sur le sol en marbre, et la respiration collective retenue de 500 personnes. Elle s'arrêta à quelques mètres de la table d'honneur, directement devant Ethan. La caméra principale a zoomé si fort que son visage et celui d'Ethan étaient tous deux dans le cadre. Elle a souri, un petit sourire en coin qui n'était pas amical. C'était un sourire de victoire. « Félicitations, Ethan », a-t-elle dit. Sa voix n'était pas forte ou stridente, mais elle était claire et régulière, et dans le silence de mort de la salle de bal, elle apportait comme un coup de feu. Les micros de la diffusion en direct l'ont parfaitement capté. C'était le bruit d'une allumette frottée dans une pièce pleine d'essence. Lauren n'a pas crié. Elle n'a pas bougé. Elle est juste restée assise, figée. Les invités étaient complètement silencieux maintenant, leur visage un mélange de choc et d'excitation morbide. C'était mieux que le dîner. C'était du divertissement. Je m'assis sur mon tabouret dans ma petite cuisine à des kilomètres, mon cœur battant la chamade. J'éprouvais un étrange mélange d'émotions vertigineux. J'étais horrifiée pour ma sœur, pour la nature publique de cette humiliation. Mais sous cela, il y avait un sentiment plus sombre et plus compliqué. C'était un sentiment de justification. Ils avaient bâti leur monde parfait et impeccable sur un fond d'exclusion et de jugement. Ils m'avaient jugé indigne d'être dans cette pièce. Et maintenant, les murs s'effondraient, non pas à cause de moi, l'échec désigné, mais à cause d'un secret qu'ils avaient gardé entre eux. Le chaos qu'ils avaient si désespérément essayé de garder en dehors de leur porte, venait d'entrer par la porte principale. Le silence qui a suivi les mots de la femme était absolu. C'était une couverture lourde et suffocante qui étouffait toute la salle de bal. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. La femme en rouge, Ethan et Lauren, étaient figés dans un terrible tableau, capturé parfaitement par la caméra haute définition. Cela ressemblait moins à un mariage qu'à une prise d'otage. Puis Lauren a cligné des yeux. Le sort était rompu. Elle tourna lentement la tête, mécaniquement, loin de la femme et vers mes parents. Ses yeux, qui avaient été écarquillés par le choc, se rétrécirent maintenant en fente d'une rage pure et incandescente. Sa voix, quand elle parla, n'était plus un murmure. Elle était basse, gutturale et tremblante de trahison. « Le saviez-vous » demanda-t-elle, regardant directement ma mère. « Saviez-vous qu'elle serait ici ?» La main de ma mère, qui reposait sur la nappe blanche, commença à trembler violemment. Un verre d'eau à côté de sa main tinta contre une assiette. Elle ne semblait pas trouver sa voix. Elle secoua juste la tête, un mouvement pathétique et saccadé. Mon père, cependant, se pencha en avant. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Lauren, siffla-t-il, son visage un nuage d'orage. Mais Lauren l'ignora. Son attention était entièrement portée sur notre mère, la grande planificatrice, celle qui contrôlait chaque détail. « Répondez-moi » exigea Lauren, sa voix montant. Ma mère tressaillit. Elle regarda de Lauren à la femme en rouge, son sang-froid parfait se brisant finalement en 1000 morceaux. « Nous ne pensions pas qu'elle viendrait » balbutia-t-elle, les mots s'échappant dans une précipitation paniquée. Ethan nous avait assuré que c'était réglé. « Réglé » cria Lauren. Et le son était si brut, si plein de douleur que je me suis physiquement reculée de l'écran de mon ordinateur portable. Ce n'était pas la docteure Lauren Carter calme et sereine que je connaissais. C'était un animal blessé. Ethan sembla finalement sortir de sa transe. Il tendit la main vers celle de Lauren, sa voix un murmure désespéré et apaisant. « Lauren, s'il te plaît, ne faisons pas ça ici. Nous pourrons en parler plus tard. » Elle a retiré sa main comme si son toucher l'avait brûlée. Elle s'est levée si brusquement que sa chaise a raclé bruyamment sur le sol. Maintenant, elle le dominait, sa belle et coûteuse robe, un costume pour un rôle qu'elle ne voulait plus jouer. « Tu m'as dit qu'elle était partie, Ethan » a-t-elle crié. Et cette fois, sa voix a résonné dans le hall silencieux. Chaque invité, chaque serveur, chaque membre du groupe regardait maintenant, leur visage une galerie de choc. «
Tu m'as juré que tu y avais mis fin. Tu me l'as juré. Le travail de la caméra est devenu frénétique. Une caméra est restée sur le visage furieux et déchiré de larmes de Lorraine. Une autre balayait les invités, capturant leurs expressions horrifiées et ravies. Une troisième zoomait sur la femme en rouge, qui regardait la scène se dérouler avec un air de satisfaction détaché, presque clinique. Elle avait allumé la mèche et observait maintenant simplement l'explosion. Et puis c'est arrivé. L'implosion. Cela a commencé par une secousse. La caméra principale, probablement tenue par un opérateur bousculé dans le chaos, a tremblé violemment. L'image impeccable et stable a vacillé. Des voix ont commencé à s'élever en même temps. Le rugissement tonitruant de mon père, « Sécurité !» Les cris paniqués de ma mère, « Lorraine, assieds-toi !» Les supplications désespérées d'Ethan. L'audio a saturé, se déformant en un cri numérique incompréhensible. L'écran s'est pixelisé. La belle image claire s'est dissoute en un fouillis de carrés colorés. La scène se clarifiait une seconde et j'apercevais l'horreur. Lorraine repoussant la main d'Ethan. Mon père se levant et pointant du doigt la femme en rouge, puis elle se dissolvait de nouveau dans le chaos. C'était comme regarder un souvenir s'effondrer. La caméra a tremblé une dernière fois, se balançant sauvagement, puis elle s'est arrêtée. Elle s'est figée. Le flux en direct s'est bloqué sur une seule image parfaitement imparfaite. Ce n'était pas un plan large de la salle de bal. Ce n'était pas une photo de la femme en rouge. L'univers, dans sa sagesse infinie et cruelle, avait choisi de se figer sur ma sœur. Son visage remplissait tout l'écran. Sa bouche était ouverte, figée en plein cri. Ses cheveux de plusieurs milliers de dollars se défaisaient. Une mèche tombant sur son front. Le mascara, qui avait été si savamment appliqué, coulait en rivière noire sur ses joues, traçant des chemins à travers son fond de teint. Ses yeux calmes, intelligents, toujours en contrôle, étaient écarquillés par une douleur et une trahison si brute que j'avais l'impression de regarder directement dans son âme. C'était le visage d'une femme dont le monde entier s'était révélé être un mensonge de la manière la plus publique imaginable. La mariée parfaite brisée. Je fixais l'image figée sur l'écran de mon ordinateur portable. Mon souffle était coupé dans ma gorge. Toutes ces années de ressentiment, de sentiment d'être la deuxième, d'être la déception. Tout s'est envolé en ce terrible moment. Tout ce que je pouvais voir, c'était ma sœur. Ma sœur qui souffrait. Et juste comme ça, l'écran est devenu noir. Une seule ligne de texte blanc est apparue. La diffusion en direct est terminée. Je suis restée assise sur mon tabouret dur de cuisine dans le silence soudain et assourdissant de mon appartement. La seule lumière était la lueur de ces 5 mots sur l'écran noir. Je n'avais pas bougé. J'étais figée, tout comme l'image de Lorraine l'avait été. J'avais l'impression d'avoir assisté à un accident de voiture. Un accident de voiture lent, délibéré, magnifiquement orchestré. Le véhicule brillant et coûteux de la famille venait d'être précipité d'une falaise, et j'avais tout regardé se produire sur un ordinateur portable bon marché avec un verre de vin à 8 dollars à la main. Le monde parfait qu'ils avaient tant combattu pour protéger. Le monde dont ils m'avaient chassé pour préserver sa perfection venait de brûler publiquement, spectaculairement et irrévocablement. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, à regarder l'écran noir. 10 minutes, 1 heure. Le temps semblait s'être arrêté. Le silence dans mon appartement était absolu, un contraste saisissant avec le chaos qui venait de se dérouler. Les restes de mon vin bon marché étaient dans le verre, intacts. J'ai finalement repoussé mon tabouret, le bruit de raclement résonnant dans la pièce silencieuse, et j'ai marché jusqu'à ma fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en bas, 1 million de petits mondes, tous complètement inconscients que la dynastie de la famille Carter venait d'imploser. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de voir le visage de Lorraine, ce dernier cadre figé d'agonie brute. Chaque fois que je fermais les yeux, il était là. J'ai ressenti une tempête d'émotions confuses, une empathie profonde et douloureuse pour ma sœur, mais aussi un étrange sentiment de finalité détachée. La performance était terminée. Le mensonge était exposé. Le lendemain matin, le monde a rattrapé son retard. Mon téléphone,
qui était resté silencieux sur son chargeur toute la nuit, a vibré à 7h03. C'était un SMS de ma cousine, Sarah. OMG Bella, tu vois ça? Lorraine va bien? Avant même que je ne puisse répondre, il a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une vieille voisine de la ville où nous avions grandi. Je viens de voir une vidéo sur Facebook. Je suis tellement désolée pour ta famille, chère. Je prie pour vous tous. Puis un autre et un autre. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Un insecte frénétique bourdonnant sur ma table de nuit. C'était ma tante Carole de Floride. Des cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Même quelques vieux amis du lycée. Ils n'appelaient pas mes parents ou Lorraine. Ils me contactaient. L'observatrice extérieure en sécurité. Celle qui n'était pas dans la pièce quand la bombe a explosé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mes mains tremblant légèrement. Il n'a pas fallu longtemps pour le trouver. Le mariage parfait des Whitmore était en tête des tendances sur Twitter. Des hashtags circulaient déjà. Wedding Crashé 2025. Whitmore Whitewash. Bye bye Bella. Une blague cruelle que je supposais être dirigée vers l'autre femme, mais qui n'en piquait pas moins. Les articles de presse commençaient tout juste à apparaître sur les blogs de potins et les sites d'actualité locaux. Un mariage mondain se termine dans le chaos. L'ex-petite amie enceinte du fiancé banquier interrompt les noces somptueuses. L'histoire complète était là, reconstituée à partir de dizaines de vidéos de téléphones portables que les invités avaient subrepticement filmées. La diffusion en direct professionnelle avait pris fin, mais la diffusion amateur venait de commencer. Le photographe, apparemment renvoyé sur le champ par mon père furieux, avait divulgué ses propres clips à un grand site de potins, et les détails étaient bien pires que ce que j'aurais pu imaginer. Le nom de la femme mystérieuse était Chloé. Elle n'était pas seulement l'ex-petite amie d'Ethan. Elle était son ex-fiancée. Il avait rompu avec elle seulement 6 mois auparavant pour être avec Lorraine, lui disant qu'il avait besoin de quelqu'un de plus adapté à sa trajectoire de carrière. Il avait dit à Lorraine que Chloé était instable et avait déménagé dans un autre pays. Un mensonge simple et propre. Les clips divulgués montraient ce qui s'était passé après que mon écran soit devenu noir. Chloé, calme comme toujours, s'était approchée de la table d'honneur et avait placé une petite échographie encadrée juste à côté de l'assiette de poisson haché de Lorraine. « Je crois que cela vous appartient aussi, Ethan, avait-elle dit, sa voix assez forte pour que plusieurs tables voisines l'entendent. Vous allez être père. » La grossesse était le détail qui a transformé l'histoire d'un simple drame en un scandale à part entière. Mais il y avait plus. Il s'est avéré que Chloé n'était pas juste venue. Elle avait été invitée. Ethan, dans un mouvement d'une arrogance et d'une stupidité stupéfiante, l'avait invitée, pensant que ce serait un coup de force final, une façon de lui montrer ce qu'elle avait perdu. Il pensait qu'elle verrait sa nouvelle vie riche et parfaite et se défilerait, vaincue. Mes parents, selon le blog de Potin citant une source proche de la famille, connaissaient Chloé. Ils savaient qu'Ethan avait eu une rupture difficile, et ils l'avaient aidé à élaborer l'histoire qu'il avait racontée à Lorraine. Ils ne savaient pas qu'elle était enceinte, mais ils savaient qu'elle existait. Ils savaient qu'elle était une menace potentielle. Ils avaient joué, pariant qu'elle n'oserait pas faire de scène. Ils s'étaient trompés. J'ai cliqué sur une vidéo, ma curiosité morbide l'emportant sur mon meilleur jugement. La qualité était tremblante, filmée depuis une table d'invités. Elle montrait Lorraine fixant l'échographie, puis regardant Ethan, son visage un masque d'incrédulité. Elle montrait mon père criant aux agents de sécurité. Elle montrait ma mère essayant de tirer Lorraine, essayant de la traîner physiquement hors de la salle de bal et loin des regards indiscrets. Mais Lorraine ne bougeait pas. Elle est juste restée là, tremblante, tandis que sa vie s'effondrait autour d'elle. J'ai ressenti une vague de nausée. C'était ma famille. C'était ma sœur. Et le monde entier regardait, commentait, partageait et riait. Les sections de commentaires étaient un cloaque de cruauté et de spéculation. Ils se moquaient de la robe de ma mère, de la colère de mon père, de la lâcheté d'Ethan, et surtout, de la vie parfaite et brisée de Lorraine. J'ai fermé l'ordinateur portable. C'était trop.
L'humiliation publique était si vaste, si complète, et j'ai réalisé quelque chose avec une clarté étonnante. Ma famille m'avait désinvité du mariage pour éviter un potentiel petit embarras. L'embarras d'avoir une fille artiste, qui ne correspondait pas à leur moule, pour protéger leur image, ils m'avaient repoussé. Et ce faisant, ils avaient invité une catastrophe qui n'a pas seulement terni leur image, elle l'a anéantie. L'ironie était si amère qu'elle avait le goût du poison. Ils étaient tellement occupés à surveiller la mauvaise porte, tellement inquiets de la menace que je représentais qu'ils n'ont jamais vu la vraie bombe tic-tac juste à côté d'eux. Pour la première fois, je n'étais pas le plus grand secret de la famille ni son problème le plus embarrassant. J'étais juste une note de bas de page. Les 2 jours après le mariage furent un étrange vide silencieux. Mon téléphone s'est finalement tué après que j'ai envoyé un texte poli et générique à tous ceux qui m'avaient contacté. Merci de votre sollicitude. C'est une période difficile pour la famille. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents ni de Lorraine. J'imaginais que leur grande maison beige était devenue une salle de guerre, le silence lourd de reproches et de récriminations. J'imaginais mon père au téléphone avec des avocats, ma mère avec des gestionnaires de crise de relations publiques. J'imaginais Lorraine enfermée dans son ancienne chambre, celle avec des photos encadrées de toutes ses réalisations au mur, regardant les ruines de sa vie. J'ai passé ces 2 jours dans mon atelier. J'ai peint. Je me suis jetée dans mon travail avec une intensité désespérée. J'ai mélangé des couleurs sombres et orageuses, indigo, gris anthracite, violet profond. J'ai travaillé sur une immense toile, laissant l'émotion se déverser de moi sur le tissu. Je ne peignais pas l'océan ou le ciel. Je peignais le chaos. Je peignais le sentiment d'un monde qui se brise. C'était la seule chose qui avait du sens. Le 3e jour, un mardi après-midi, mon téléphone a sonné. L'écran affichait un seul mot. Maman. Mon cœur n'a pas sursauté. Mon estomac n'a pas fait de nœud. J'ai ressenti un étrange calme froid s'installer en moi. J'ai posé mon pinceau, essuyé mes mains sur mon jean déjà taché de peinture, et j'ai répondu. Allô, ai-je dit. Ma voix était égale. Il y eut un souffle tremblant à l'autre bout du fil. Puis un son que je n'avais pas entendu depuis des années. Le son de ma mère qui pleurait. Pas la seule larme parfaite et distinguée qu'elle avait versée à la cérémonie, mais un sanglot rauque et laid. Bella. Elle réussit à articuler, sa voix épaisse et brisée. Oh, Bella. J'attendis. Je n'offris aucun réconfort. Je n'ai pas dit ce qui n'allait pas. Je savais ce qui n'allait pas. Le monde entier savait ce qui n'allait pas. Elle a pris une autre inspiration tremblante. Bella, nous avons fait une erreur. Les mots sont restés en suspens entre nous. Une erreur. Un si petit mot simple pour une catastrophe si monumentale. J'ai pensé à toutes ces années de petites coupures, d'être ignorée, d'entendre que je n'étais pas assez bien. J'ai pensé à l'appel téléphonique où il m'avait si calmement et cliniquement amputé de la famille pour les apparences. Et maintenant, après que leur monde parfait ait été incendié, ils m'appelaient. Une colère froide et tranquille, une colère que je n'avais même pas réalisé que je retenais, a monté en moi. Ce n'était pas chaud ou explosif. C'était aigu et clair comme un éclat de glace. Une erreur, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. À quelle partie fais-tu référence? Maman? Il y en avait tellement. L'erreur était-elle de faire confiance à Ethan? Était-ce de laisser une femme enceinte entrer au mariage? Ou l'erreur était-elle de me désinviter de l'implosion publique qui a maintenant été vue 2 millions de fois sur YouTube? La ligne est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de ses sanglots étouffés. Je n'avais jamais parlé à ma mère comme ça de toute ma vie. J'avais toujours été la personne calme, celle qui acceptait les choses. La personne au téléphone n'était plus cette fille. Cette fille était morte quelque part entre le lien de la diffusion en direct et l'écran qui devenait noir. Tu ne comprends pas ce que nous traversons, a-t-elle finalement murmuré, sa voix pleine d'apitoiement. Non, ai-je dit, et le mot était dur, comme une pierre. Tu as raison. Je ne comprends pas parce que je n'étais pas là. Tu te souviens? Il y a eu un bruissement. Et puis la voix de mon père est apparue sur la ligne. C'était une voix que je n'avais jamais entendue de lui auparavant.
Toute la pompe et le panache avaient disparu. Sa voix était faible, fatiguée et creuse. Vaincu. Bella, a-t-il dit. Papa, a-t-il soupiré, un son long et las. Ta mère, nous ne allons pas bien. Lorraine ne veut pas sortir de sa chambre. Les Whitmore nous menacent de nous poursuivre en justice pour le coup du mariage. Comme si ce n'était pas la faute de leur fils, il a fait une pause. Le cabinet d'avocats envisage de me retirer de l'association à cause du scandale. Il a énuméré ces tragédies comme un PDG lisant un mauvais rapport de résultats, mais ensuite sa voix a changé. Elle est devenue plus basse et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à de la véritable honte. Nous avons honte, Bella, a-t-il dit doucement. Nous étions tellement obsédés par l'apparence, par leur nom, leur argent. Nous n'avons pas regardé la personne. Tu as essayé de parler à Ethan ce soir-là au dîner de sa vie, de quelque chose de réel, et je t'ai coupé. Tu as vu quelque chose et nous ne voulions pas le voir. Il a pris une inspiration tremblante. Tu avais raison à leur sujet, à propos de tout cela. C'était ça. Le moment que j'attendais inconsciemment depuis toute ma vie, l'aveu, la validation, la reconnaissance que je n'étais pas le problème. La moi de 10 ans, celle avec le dessin sur le frigo, voulait pleurer de soulagement. La moi de 29 ans, ressentait une profonde et tranquille tristesse. Il avait fallu tout cela, cette crucifixion publique, pour qu'il me voie enfin. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de dire « je te l'avais dit ». Je n'avais pas besoin d'énumérer tous mes griefs. La guerre était finie. J'avais gagné, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela semblait juste fini. Je sais, ai-je dit, juste ces 2 mots. Ils contenaient tout. Je sais que j'avais raison. Je sais que tu avais tort. Je sais que tu as honte. Je sais que tu es désolé. Je sais. Puis, avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'il ne puisse essayer de combler le vide avec plus d'excuses ou d'apologies, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai raccroché. J'ai mis fin à l'appel. J'ai repris le pouvoir. Je me suis tenu au milieu de mon studio, entouré de mon désordre chaotique, coloré et magnifique. Et j'ai ressenti une sensation de paix me descendre. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas un triomphe. C'était la paix tranquille et profonde d'être libre. Les semaines passèrent. Le scandale s'est lentement estompé des gros titres, remplacé par de nouveaux drames comme toujours. Lorraine est rentrée chez elle, humiliée mais humble. La fusion a été officiellement dissoute. Ethan, j'ai appris par le bouche à oreille familial, avait déménagé dans un autre état pour se préparer à la paternité et à une montagne de batailles juridiques. Un dimanche après-midi pluvieux, mon téléphone a sonné. C'était Lorraine. Mon cœur a fait un bond. Nous ne nous étions pas parlé depuis avant la désinvitation. Salut, a-t-elle dit. Sa voix était petite, fragile. Salut, Laure, ai-je dit doucement. Nous sommes restés silencieux un instant, le bruit de la pluie contre ma fenêtre remplissant l'espace. Bella, je suis tellement désolée, a-t-elle finalement murmuré, et sa voix s'est brisée. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû leur dire que si tu ne venais pas, je ne venais pas non plus. J'étais juste tellement prise dans tout ça, dans le fait d'être la parfaite. Tu avais peur, toi aussi, ai-je dit. Et les mots sont sortis sans aucune colère, seulement une compréhension profonde et triste. Moi aussi, pendant longtemps. Mais regarde-nous maintenant. Un petit rire humide a traversé le téléphone. Oui, a-t-elle dit. Regarde-nous maintenant. Nous avons ri ensemble à travers les larmes. Un vrai rire, le genre que nous n'avions pas partagé depuis que nous étions enfants, avant que la corporation ne prenne le contrôle de notre famille. Une semaine plus tard, elle est venue chez moi. Elle avait l'air différente, plus mince. La carapace polie et parfaite avait disparu. Elle n'était plus qu'une femme dont le cœur avait été brisé. Elle a regardé toutes mes peintures sur les murs, les yeux grands ouverts. C'est ta vie, a-t-elle dit presque avec admiration. C'est réel. Maintenant, chaque dimanche, nous nous retrouvons. Parfois chez moi, parfois chez elle.
Elle a trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville, loin de la maison beige. Nous ne parlons pas beaucoup du mariage. Au lieu de cela, nous regardons de vieux films, blottis sur le canapé avec un bol de pop-corn entre nous. Nous les regardons non pas en streaming, mais côte à côte. Parfois, elle s'excuse encore. Je suis désolée d'avoir été une telle lâche, dira-t-elle pendant une publicité. Je me contente de secouer la tête et de lui dire, ne le sois pas, la vie s'est figée sur cet écran pour une raison. Parce que parfois l'univers doit mettre en pause le spectacle ridicule et douloureux dans lequel tu joues. Il doit figer le chaos pour que tu puisses enfin voir la vérité. Non pas pour te punir, mais pour te libérer.